Bonjour à tous et à toutes. Un grand merci pour votre présence. Évidemment à nos intervenants qui nous font l'honneur de participer à cette table ronde. Et puis à vous, participantes et participants des JFE, qui vous êtes levés ce matin, malgré cette soirée endiablée qui vous a retenu hier soir. Je vous en suis très reconnaissante. Nous vous proposons effectivement ce matin de parler territoire en transition et évaluation, et de visiter, ou plus probablement de revisiter les contours de leurs relations, parfois passionnées, peut-être souvent contrariées ou juste inexistantes dans un certain nombre de cas. Pour ma part, je suis vraiment ravie d'animer cette table ronde. Je me sens sur ce sujet un peu comme à la maison. J'ai eu la chance, il y a près de 10 ans, de réaliser des travaux d'évaluation au service de territoires en transition, notamment à Los Angeles, il y a près de 10 ans, pour l'ADEME Hauts-de-France, qui nous demandait de venir ausculter ce territoire pilote, on l'appelait pilote du développement durable à l'époque, avec 3 questions. Comment est-ce qu'on peut qualifier cette stratégie de conduite du changement? C'était les mots de Los Angeles, c'est-à-dire que font-ils concrètement, comment ça se passe? Deuxième question, est-ce que ça marche? Qu'est-ce qu'on a comme type de résultat? Et c'est un questionnement très ouvert parce que la question des effets attendus de ce type de démarche n'était pas forcément très bien balisée. Et puis la troisième question, c'était peut-on essaimer auprès d'autres collectivités et comment? Pour répondre à cette dernière question, on a eu la chance de prolonger le plaisir avec une recherche-action dans laquelle on a embarqué le maire de Los Angeles à l'époque, Jean-François Caron, plus les résultats et enseignements de l'évaluation. Et on est allé les confronter à l'expérience de 4 ou 5 autres territoires en transition. C'était une façon de capitaliser et de mettre à l'épreuve les leçons lossoises auprès d'autres territoires. C'est probablement à ce moment-là que j'ai fait ma mue d'évaluatrice en transition, comme nous l'écrivions avec mon collègue Thomas Delahaye dans un article de 2020. Alors une évaluatrice en transition qui assume sa non-neutralité. Ce qui ne veut pas dire absence de rigueur ou de regard critique ou d'exigence, mais assume son souhait de contribuer aussi au bien public. Et pour les territoires dont je suis la plus proche, dans une posture d'amis critique qui embarque dans le même bateau et se met au service de la réussite de ces stratégies de transition. Alors je me sens un peu comme à la maison, mais c'est quand même une grande maison que je suis loin de connaître entièrement et dans laquelle il y a toujours matière à discuter et à mettre des choses en débat, à commencer par les termes du débat et notamment celui de transition. Alors je pense qu'il a été défini, redéfini une bonne douzaine de fois depuis hier matin, mais c'est quand même par là que je vous propose de commencer parce que la polysémie de ce terme est quand même bien pratique pour désigner tout un tas de choses. Je vais du coup poser cette question à l'ensemble de nos intervenants. Quel sens ce terme de transition a-t-il pour vous dans le contexte de vos organisations? Quel qualificatif peut-être vous utilisez pour le préciser? Quelles ambitions et surtout peut-être quelle capacité à contribuer à cette transition au sein de chacune de vos organisations? Donc on va commencer avec Marie Ducamin, dont je remercie de sa présence. Marie Ducamin est maire de Saint-Jacques-de-la-Lande depuis 2020, également vice-présidente de Rennes Métropole en charge des finances et de la commande publique, présidente du conseil d'administration et vice-présidente du conseil de surveillance de l'AFL, qui est la Banque des collectivités locales. Je vous remercie de votre présence et je vous adresse donc cette première question sur le terme de transition. Merci, bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, c'est un terme polysémique et très très englobant, on va dire. Moi, en tant qu'élu, évidemment, je lui donne un sens politique, en fait, puisque quand on est élu, on fait de la politique. Parfois, je pense qu'on ne la fait pas toujours de la même manière et donc on ne pense pas ce terme de la même manière suivant le parti politique dont on fait partie, ou dont on se réclame, en tout cas l'orientation politique, même si on le sait, puisque je pense qu'on le vit tous dans nos engagements respectifs, il y a une forme ça n'est pas vraiment partisan non plus, la question de la transition, et on voit bien que ça dépasse largement les clivages partisans. Malgré tout, finalement, les entrées peuvent être assez différentes. Alors,
vous dites que ça a été défini une douzaine de fois, alors je pense que je vais un peu enfoncer des portes ouvertes, mais en tout cas, moi ce que j'entends quand je parle transition en tant qu'élu, c'est la réponse au triple défi qui est devant nous, c'est-à-dire le défi évidemment du réchauffement climatique, le défi dont on parle beaucoup plus ces derniers temps, enfin ces dernières années, mais qui est relativement récent, malgré tout, d'effondrement de la biodiversité, hein, qui nous impacte beaucoup. Et puis, évidemment, le défi d'épuisement des ressources. Ces trois défis-là nous obligent à modifier notre façon de faire, notre façon d'habiter la Terre pour pouvoir éviter une possible catastrophe. Donc tout ça n'est pas très réjouissant, mais c'est quand même le cadre dans lequel on évolue quand on est élu en 2025 en France et partout dans le monde. Alors, au début, on parlait beaucoup d'éviter, donc d'évitement, de comment est-ce que on atténue le réchauffement climatique, comment on préserve la biodiversité, etc. Aujourd'hui, on est beaucoup sur l'adaptation. Dans nos politiques publiques, quand on prend des décisions, on nous dit faut pas oublier l'adaptation. Donc, si je pense à tous les projets d'urbanisme, on se dit notamment comment faire des logements qui supportent la canicule. Alors c'est important et c'est évident qu'il faut le faire comme ça. Et en même temps, je trouve parfois qu'on est un peu trop sur l'adaptation et un petit peu moins sur l'atténuation. Et ça, c'est peut-être un peu dommage, comme si quelque part on avait un peu déjà perdu la bataille. Donc, alors ça, c'est le triple défi qui s'impose. Et là, pour le coup, je pense qu'il est à peu près partagé, encore que on voit quand même que le déni de cette réalité existe quand même plutôt outre-Atlantique, mais enfin, on peut se dire que cette menace, elle est partout. Et dans ce cadre, moi, mes boussoles, c'est quoi? C'est évidemment la boussole politique dont je vous parlais, c'est-à-dire que la conviction que le coût de l'inaction, il sera plus élevé que le coût de l'action, ça on le dit souvent, mais y compris moi je suis assez persuadée que le coût de l'inaction, il va peser davantage sur les plus fragiles que sur ceux qui ont les moyens de s'adapter, de déménager, de construire une sorte de carapace face à toutes ces difficultés-là. Et que donc, en tout cas, dans l'origine de mon engagement, évidemment, ça pèse beaucoup dans cette volonté d'agir en faveur des transitions telles que je les définis, en tout cas, autour de ce triple défi. Alors, c'est nécessaire effectivement de tenir compte de la dimension sociale et de la lutte contre les injustices qui sont un peu le moteur de mon engagement pour construire la transition. Et moi, ce qui me semble important, c'est que, enfin, ou plutôt délicat, un défi supplémentaire, c'est que les deux vont pas ensemble en réalité. Des fois, on dit qu'il n'y a pas de transition sans accompagnement social. Moi, je pense que c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il y en ait, mais que naturellement, les deux sont plutôt éventuellement en opposition. Parce qu'on le voit bien, il y a des efforts qu'on devrait faire de façon individuelle et que ces efforts peuvent avoir un impact plus lourd aussi sur les plus fragiles qui sont déjà en situation de fragilité. Donc, je suis pas sûre que spontanément les deux aillent ensemble. Je pense même que parfois ils sont antinomiques et c'est ça qui rend quand même les choses assez délicates. Et en particulier, si on regarde dans l'histoire récente, les projets d'émancipation, les projets de lutte contre les inégalités passaient beaucoup par un accès notamment à des produits ou à des activités qui sont aujourd'hui problématiques. Je pense au voyage. C'est vrai que se dire dans les années 50, 60, c'est important que tous les jeunes puissent voyager, que tous les jeunes puissent aller découvrir un pays étranger, que tous les jeunes puissent prendre l'avion. C'était des choses qui étaient moteurs. Et aujourd'hui, il faudrait se dire non, ce sont les voyages, mais bon, il y a quelque chose de pas si évident que ça à articuler. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais je pense que les deux sont quand même pas vont pas ensemble, vont pas de soi. On le voit aussi avec
les polémiques qu'il y a eu sur les zones de faible émission. Hein, clairement, quand on se dit que les véhicules les plus polluants doivent arrêter de circuler, on touche évidemment des personnes qui n'ont pas les moyens d'acquérir des véhicules électriques. Donc, c'est donc un défi immense. Je me dis que c'est quelque chose, tout ça, d'assez inédit, et que autour de cette transition, et j'en terminerai là, hein, il y a un défi démocratique immense, parce que à la fois, bon, quand on est élu, on représente les citoyens, et donc on leur doit quelque chose, on essaye de faire ce qu'ils souhaitent en quelque sorte. Et de ce point de vue-là, pour les transitions, on peut s'appuyer sur la demande des citoyens. Il y a une demande, hein, on peut s'appuyer dessus. Il y a beaucoup de citoyens qui trouvent qu'on n'en fait pas assez, ou qui trouvent que c'est bien qu'on fasse des choses. En même temps, on a des citoyens, parfois les mêmes, qui trouvent que ce qu'on fait n'est pas confortable. Je vais prendre un exemple, là aussi, très urbain, parce que je suis élue dans un territoire très urbain, mais la question de la densité en ville. On sait que, a priori, au moins une certaine densité est nécessaire, mais vous avez des collectifs citoyens qui se réclament parfois de l'écologie pour nous expliquer que on artificialise trop, que le béton c'est pas bien, qu'on coupe des arbres et que donc on va pas dans le bon sens de la transition. Là où nous, on a le sentiment de plutôt essayer de densifier la ville pour essayer de préserver les terres agricoles. Bon. Peut-être que dans certains cas, on a tort et qu'ils ont raison. Hein. Tout ça doit se préciser, et c'est assez fin évidemment. Mais pour dire que c'est compliqué d'être élu avec une demande citoyenne qui est assez ambivalente aussi, hein, et qui, de toute façon, tous les citoyens, et c'est bien normal, ne sont pas sur la même ligne. Mais je pense que ce qui est inédit, c'est aussi le fait que ce que l'on fait, on ne le fait pas seulement pour la population d'aujourd'hui. On sait très bien qu'on est aussi en train de préparer un héritage, ou en tout cas d'éviter de construire quelque chose de trop dégradé pour les générations à venir. Or, la démocratie, par définition, s'appuie sur les vivants. Enfin, on n'est pas élu par des gens qui ne sont pas encore nés. Et donc, c'est compliqué de travailler pour un futur là où on est légitime à travailler pour le présent. Ce sont des tensions qui sont assez lourdes, et qui nécessitent, du coup, si on veut pouvoir le faire, et de toute façon, si on veut que ça marche, il faut que les gens soient d'accord, donc qui nécessitent aussi une force de conviction, d'embarquer des citoyens dans cette aventure, qui est quand même une aventure un peu délicate. Hein. Et pour terminer, je dirais que... moi, je pense parfois au temps de guerre. Je me dis, ah bah oui, après tout, hein, les politiques, ils savent faire, promettre du sang, des larmes. On a vu ça. Sauf que je ne sais pas si c'était plus facile, honnêtement, sans doute pas. Hein. La vie était quand même très compliquée, les menaces très très lourdes. Mais l'ennemi était peut-être plus facilement identifié. Et puis surtout, on pouvait dire, ok, ça va être dur, mais il y aura l'après, il y aura après la guerre, ce sera bien. Et là, c'est quoi notre après-guerre? On a un peu du mal à le construire. Alors, ça paraît un peu pessimiste, ce que je dis là. Et je pense que justement, tout le travail, il est autour de comment on construit. On échangeait ensemble sur la question du récit, comment on construit des récits. Bon, j'ai juste, moi, à titre personnel, un petit doute sur... sur l'honnêteté d'un récit vraiment très positif vu la situation. Je pense quand même qu'il ne faut pas trop qu'on se voile la face, et en même temps on a ces enjeux d'embarquer tout le monde. Donc voilà, moi la transition, voilà comment je l'aborde en tant qu'élu aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette prise de parole sincère, c'est très appréciable. On reste du côté des territoires, des collectivités. J'aimerais donner la parole à Corinne Hoge. Merci beaucoup de votre présence. Corinne est responsable de la mission évaluation des politiques publiques au sein de la direction prospective et dialogue public de la métropole de Lyon. Elle est docteure en administration publique, d'abord sur des fonctions prospectives, puis naturellement maintenant sur l'évaluation. Elle pilote depuis 2017 un contrat cadre dédié au niveau de la métropole à l'évaluation des politiques publiques, qui a intégré en 2020 un lot spécifique sur les politiques de transition de la métropole. Alors la transition à la métropole de Lyon, comment ça se traduit, s'incarne ?
Bonjour. La transition, elle est au cœur du projet politique porté par l'exécutif de la métropole qui s'est installé en 2020, qui porte un mandat de rupture sous le signe de la transition écologique dans la justice sociale, ce qui veut dire aller vers un territoire plus juste, plus écologique, où il fait bon vivre. Et l'ambition de l'exécutif, ça a été vraiment d'aller vite, avec une double posture. D'abord, poser des points de bascule dans certains domaines, avec des nouvelles infrastructures, des équipements, mais aussi de la contrainte. On a parlé de la réglementation ZFE, et tout ça pour avoir des effets sur le système urbain et sur la vie quotidienne des habitants. Et puis le deuxième point important de la posture, c'est l'accompagnement au changement de mode de vie, de l'accompagnement par de la sensibilisation, mais aussi par des dérogations des aides pour les personnes les plus vulnérables. Donc on termine un mandat de grands projets structurants, d'abord dans le champ des mobilités avec les voies lyonnaises, qui sont un réseau cyclable de haute capacité et hautement sécurisé, mais aussi le développement massif des transports en commun de surface. Et tout ça, bien sûr, ça a réduit assez fortement la place de la voiture sur la voirie. Et puis des projets structurants de cadre de vie comme la végétalisation pour adapter la ville à la chaleur, la biodiversité, mais aussi dans le champ de l'alimentation. On a aussi connu des projets totems de la transition écologique, comme la création d'une régie publique de l'eau étant un bien commun. Et puis il y a eu aussi une approche sociale avec, par exemple, d'une tarification très solidaire dans les transports en commun, l'expérimentation d'une caisse solidaire de l'alimentation. On a permis aussi à des habitants de tester gratuitement des offres de mobilité publique, tout ça pour favoriser des bascules, des changements de comportement. Et puis enfin, la transition écologique, elle se traduit aussi dans notre administration. Par exemple, le président a décidé de mettre en place la semaine de travail en 4 jours. Donc ça, c'est aussi une forme de transition, un autre rapport au temps pour les agents qui le souhaitent. Et puis, on a aussi mis en place le congé menstruel qui aussi traduit une autre forme de transition. Donc voilà en quelques mots comment ça s'incarne un petit peu concrètement chez nous. Merci beaucoup et pour cette illustration très concrète qui articule des projets totems et cette idée de point de bascule que je trouve très intéressante pour l'évaluation. Et à nouveau, la question de la justice sociale qui était soulignée par Marie Ducamin, qui ouvre un peu ce champ de évaluer la transition au regard de la justice sociale. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra creuser. Mais je vais d'abord donner la parole à Michel-François Delannoy. Merci beaucoup de votre présence. Vous êtes sociologue de formation. Vous avez exercé comme consultant en développement territorial avant d'occuper des fonctions électives, notamment à la mairie de Tourcoing. Et depuis 2014, vous êtes à la Caisse des dépôts pour développer la démarche d'appui à la redynamisation des centres-villes. Vous dirigez le département d'appui au territoire de la Banque des territoires, qui pilote notamment des programmes dont nous avons entendu parler déjà hier, Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. La transition du point de vue de la Banque des territoires, qu'est-ce que ça donne ? D'abord, merci pour votre invitation. Je vais bien sûr répondre à votre question. Et en prenant une petite précaution, c'est que je ne suis pas sûr d'être, dans ce que je vais dire, toujours le porte-parole de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires. Donc je le dis devant les collègues qui ont eu la gentillesse de m'inviter, enfin de me proposer de venir participer, mais donc je vais sans doute avoir un propos un peu plus libre et pas exclusivement représentatif peut-être de l'énoncé de ce que la Caisse des dépôts pense, si on peut le dire comme ça, des questions de transition. Alors, sur la question des transitions, moi je voudrais d'abord vous dire que c'est une notion avec laquelle je suis personnellement pas complètement à l'aise. Parce que je pense qu'avec cette notion-là, le risque, je ne dis pas que c'est nécessairement une réalité, mais le risque, c'est quand même de se concentrer finalement sur le mouvement, plus que sur la destination vers laquelle on va ou vers lequel le processus dans lequel on est engagé dans cette transition nous amène. D'ailleurs, de ce point de vue-là, la Caisse des dépôts a conduit une évolution sémantique qui est pour moi très importante, je crois pour nous très importante, puisque dans sa raison d'être, qui a été élaborée il y a 3 ans environ, sur l'impulsion d'Éric Lombard, qui était le directeur général de
Caisse des dépôts à l'époque, et donc qui a emmené non seulement l'établissement public, mais aussi le groupe, c'est-à-dire les filiales de la Caisse des dépôts. Il y a eu cette évolution entre le terme de transition qui était assez présent il y a 7-8 ans. On disait des acteurs de la transition numérique, écologique, démographique, j'en reparlerai. Et dans la raison d'être, ce terme a été abandonné pour choisir le terme de la transformation. Et de dire, la raison d'être du groupe Caisse des dépôts, c'est, je ne vais pas vous l'énoncer dans le détail, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est de contribuer, c'est d'être acteur de la transformation écologique du pays, avec évidemment le rapport tout à fait singulier que nous avons avec notamment les acteurs territoriaux. Et pour moi, cette évolution, elle est fondamentale dans la manière d'aborder le sujet qui nous intéresse. C'est-à-dire, est-ce que finalement, la question qu'on se pose, c'est comment on se prépare et comment on agence tout ce qui doit l'être pour aller vers la transformation, qui est le sujet. Et la transition étant le moyen d'y arriver. On peut se questionner évidemment sur ce moyen, sur ce voyage, puisque quand on est en transit, c'est pas forcément la destination qu'on avait choisie quand on est en voyage. C'est la destination qui impose peut-être de passer par des étapes de transit. Voilà, c'est pas un petit débat sémantique pour le plaisir, parce que je suis pas un spécialiste du tout de ces questions, mais pour moi c'est fondamental dans la manière de poser le sujet. Et donc, pour répondre un peu plus précisément à votre question, je pense qu'aujourd'hui, il y a d'abord des transformations donc, qui sont des impératifs. Et vous évoquiez cela l'une et l'autre très très justement. Évidemment, la transformation écologique. Elle contient d'ailleurs pour moi, avec la même puissance d'intérêt, la question de l'atténuation, la question de l'adaptation qui pour moi, est quand même aujourd'hui aussi un impératif, puisque il est trop tard pour ne pas se poser la question de l'adaptation, puisque les impacts du réchauffement sont déjà là. On vient de conduire un long travail sur les sujets de l'impact du changement climatique sur les territoires de la montagne. On ne peut pas dire, attendez, on va d'abord atténuer, puis non, aujourd'hui, les impacts sont là, et donc il y a un impératif, d'ailleurs, de conduire une bonne adaptation, c'est-à-dire une adaptation dont les conséquences ne vont pas aussi empirer finalement le processus de dégradation. Et ça contient bien sûr la question de la biodiversité, c'est tout à fait juste de le mentionner, parce qu'aujourd'hui c'est sans doute ce qui est le moins adressé, et y compris, je le dis très franchement, parce que économiquement, c'est un sujet qui ne trouve pas son modèle en dehors du modèle public, qui est un vrai modèle. Mais qui aujourd'hui repose quand même essentiellement sur le développement d'initiatives qui sont portées par l'action publique. Transformation écologique, transformation démographique. Moi, je voudrais vraiment insister sur ce point, parce que notre pays n'est pas préparé à ce qui arrive. On est un pays qui, culturellement, dans ses valeurs, ses représentations surtout, a vécu et continue de vivre autour de l'illusion qu'on est un pays dynamique, fécond et compagnie. Mais non, ça c'est plutôt ce qui était. Mais aujourd'hui, on va vers une révolution démographique qui contient évidemment le sujet du vieillissement et du grand âge, de comment on va donc là aussi adapter, agencer des territoires pour être au rendez-vous de ce que Marguerite Yourcenar appelait comme un peu les talons d'une civilisation, c'est-à-dire la qualité d'accueil et de soins et de vie aussi des anciens. La question de la révolution démographique, c'est aussi la question des migrations, qui est aussi un sujet qui est devant nous. Et donc, ces sujets-là, pour moi, sont dans la catégorie des impératifs, des transformations impératives imposées par un certain nombre de mouvements. Il y a d'autres types de transformations tout aussi redoutables. Je pense par exemple à des transformations qui sont issues finalement de l'économie dominante, de l'économie capitaliste, et avec notamment aujourd'hui tout ce qui se développe autour de l'IA, qu'on peut prendre comme une technique, mais qui est en réalité un vrai levier au service d'une certaine économie. Et aujourd'hui, l'impact de l'intelligence artificielle dans nos vies, on voit bien qu'il va aussi avoir
une question de transformation extrêmement forte dans les métiers, dans tout un certain nombre de métiers, par exemple aussi dans les collectivités ou dans certains champs de l'action publique. Donc ça, c'est une autre catégorie de transformation. Puis, je voudrais énoncer une troisième qui est finalement peut-être un peu la conséquence des autres ou d'autres. C'est la transformation démocratique. Parce que je pense qu'aujourd'hui, face à ces impératifs et à ces évolutions, on voit bien que la manière dont on faisait est pris de court. Et que la manière dont les citoyens viennent dans le débat, viennent interférer, viennent prendre main finalement aussi et perturber parfois le cours des choses auxquelles on était habitué, ça va nous imposer aussi à repenser sans doute la manière dont on intègre les citoyens dans les processus de transition, les processus de transformation. Voilà un petit peu les éléments que je voulais évoquer. Moi j'ai vécu effectivement une vie d'élu. Je vois bien aujourd'hui à quel point la différence est énorme entre la conduite des projets de grande transformation que j'ai pu animer dans des contextes complexes, qui sont ceux du Nord, où tout est toujours compliqué, forcément, compte tenu des secousses qui ont percuté ces territoires. Mais malgré tout, il y avait une conduite assez linéaire des projets. Aujourd'hui, quand j'accompagne indirectement des porteurs de projets, des élus, dans la conduite de leurs projets aujourd'hui, on voit bien que c'est plus pareil et que donc l'intégration du temps démocratique dans le développement du projet, c'est un élément qui a aussi son impact et qui mérite d'ailleurs, à mon avis, aussi d'être évalué. J'en reparlerai tout à l'heure. Voilà, donc un peu en première approche, le débat et peut-être la discussion qu'on peut avoir, de mon point de vue, sur la notion de transition, auquel je préfère apporter plutôt des réponses autour des enjeux de transformation. Merci beaucoup pour cette intervention et je vais donner la parole à Julien Perdrija, qui est directeur général de la Fabrique des Transitions, et pas des transformations pour le coup. La Fabrique des Transitions, tu me corrigeras, un collectif collaboratif apprenant qui accompagne des collectivités à transformer leur mode d'action pour réussir la transition et qui s'appuie notamment sur l'expérience concrète de territoires pionnier en jouant beaucoup sur le pair à pair. Tu as cofondé la Fabrique en 2018 avec Jean-François Caron, l'ancien maire de Los Angeles, auprès de qui tu avais initialement travaillé comme chargé de récit, puis directeur de cabinet. Je vais t'inviter à répondre sur la question du terme transition et puis peut-être aller dans un deuxième questionnement qui était amorcé précédemment. L'évaluation des politiques publiques finalement est assez loin d'être un allié naturel des politiques de transition. On l'a vu plusieurs fois. L'urgence est à l'action, donc a priori on pourrait se dire que agir vaut mieux que de ne pas agir, donc pourquoi évaluer dans ces termes-là. Du côté de la Fabrique des Transitions, vous avez choisi, et vous l'écrivez et vous l'affirmez, de placer l'évaluation au cœur des fondamentaux de la conduite de changement systémique. Comment est-ce que c'est pourquoi Comment est-ce que c'est reçu, approprié par les territoires et notamment les plus petits, qui n'ont peut-être pas non plus les moyens des métropoles qu'on a pu entendre là? Merci Karine. Bonjour à toutes et tous. Vaste question. Je vais faire au mieux pour être synthétique et en même temps essayer d'amener quelques éléments de réflexion. D'abord sur le terme de transition. Peu importe effectivement le terme qu'on utilise, si tant est qu'on s'accorde sur ce qu'on met derrière. Nous, ce qu'on appelle transition, c'est la compréhension qu'on doit passer d'un modèle fondé sur les énergies fossiles qui fait qu'on dépasse les limites planétaires avec une logique extractiviste et un certain registre de ce qui a de la valeur capté en gros par les logiques gestionnaires et comptables. Tout ce qui a de la valeur, c'est ce qui produit de l'argent, quoi. Le reste n'en a pas. Et devoir passer à un modèle fondé davantage sur les énergies renouvelables, sur des logiques qu'on peut qualifier de sobriété, avec un dispositif collectif qui dit que ce qui a de la valeur, finalement, c'est ce qui favorise la vie, au sens large du terme. Et c'est une petite révolution sémantique, donc peu importe le terme qu'on met derrière, bifurcation, redirection, transformation, métamorphose, moi ça me va, dès lors qu'on s'accorde sur le fait que c'est pas rien
et que ça va demander non seulement du temps, ça va demander de l'attention au processus, parce que la question, c'est pas pourquoi, on le sait pourquoi il faut changer. On est en train de taper dans un mur qui fait que les conditions d'habitabilité sur la Terre ne sont plus réunies. Ça, tout le monde le sait, même ceux qui fondamentalement ne sont pas d'accord. Il y a encore un peu de dénialisme, de gens qui... Mais globalement, c'est arrivé. La question, c'est donc comment on fait ? Comment on fait ? Et donc, poser la question du comment, c'est nécessairement s'accorder sur la vision, l'objectif, le cap à fixer, tout en sachant que dans le pilotage, on ne va pas maîtriser grand-chose. Parce qu'on n'est pas en mesure de tout anticiper. Ça veut dire qu'il va falloir accorder une attention particulière à la façon de s'y prendre, collective, parce qu'on a besoin de tout le monde, et que ça repose du coup sur un autre registre, qui est celui de la coopération. Et la coopération, c'est-à-dire la capacité à se mettre en œuvre commune, en tant que se mettre en dynamique collective, en fait, ça nous fait sortir d'un registre sur lequel on est fondé encore aujourd'hui sur le plan économique, c'est celui de la concurrence. Et Michel François le disait, on n'a, pour la biodiversité, pas trouvé le modèle économique qui convient. Mais parce qu'on n'a pas trouvé le modèle économique qui convient dans le référentiel de ce qui a de la valeur ou pas. Donc en fait, c'est une révolution, je pense, à plein d'égards. Et à cet endroit-là, l'évaluation devient un outil de pilotage pour révéler ce qui compte vraiment, révéler ce sur quoi on peut s'accorder parce que ça a de l'importance, et du coup nous aider à, on parlait de mise en récit, épaissir en quelque sorte les preuves que dans le chemin qu'on parcourt, y a des réalisations qui se mettent en place, que ces réalisations font émerger un autre modèle. Il n'est pas complètement advenu, il n'est pas complètement arrivé, mais on est dans ce chemin-là. Et donc l'évaluation, effectivement, c'est un des 4 piliers. Nous, on en a rassemblé 4, effectivement, à partir de ce que tu disais, Karine, tout à l'heure, c'est-à-dire, nous, on vient d'un territoire à la base où le système minier s'est écroulé. Los-Angeles, c'est 7000 habitants, dans le nord de la France, 3 siècles d'exploitation du charbon, et du jour au lendemain, quasiment l'espace d'une génération, en fait, même un peu moins, ça s'effondre. Et donc, il faut se réaccorder sur le sens qu'on met dans ce territoire, notre valeur en termes notre valeur, notre fonction, finalement, à quoi on sert, qui on est. Donc, sur un plan anthropologique, c'est très important. Et ce territoire, en gros, a commencé à installer une démarche où il a pris au sérieux ce que les gens pouvaient raconter, ce qu'ils pouvaient amener comme désir, comme rêve, et puis a commencé à progressivement installer ce qu'on a appelé une méthode de conduite de changement. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire de Los-Angeles et de cette méthode, parce que ce serait trop long, mais je vais passer quelques étapes. Ensuite, on s'est intéressé à d'autres territoires pilotes des questions de transition, c'est-à-dire qu'il y avait des résultats. D'ailleurs, il y en a un en Bretagne, je le disais tout à l'heure, c'est Le Menet, 60 ans de développement local. Ils ont inventé la notion de pays, ils ont installé des dynamiques collectives pour faire en sorte que les jeunes restent au pays. C'est dans les Côtes d'Armor, juste à côté d'ici. Voilà, on a été chercher des territoires comme ça, pionniers de ces questions-là. Et en gros, on a été repérer ce qui faisait que des résultats en matière de transition écologique étaient apparus. Et en fait, pour être synthétique, je ne veux pas être trop long, tu me dis, Karine, c'est bon ? Notamment par rapport à ce que vous disiez, madame, sur le fait que oui, les gens ne sont pas d'accord, quoi. Tout le monde n'est pas au même endroit, etc. On a trouvé un point d'appui qui fait que globalement, tout le monde peut s'accorder, c'est la relation au patrimoine, l'approche patrimoniale. Qu'est-ce qui fait qu'on est fondé en tant que territoire ? Qu'est-ce qui fait qu'on a une forme d'identité partagée ? Qu'est-ce qui fait que ces ressorts identitaires ne sont pas laissés aux identitaires extrémistes, mais constituent un point d'appui collectif ? Donc ça, c'est le premier enjeu. Et donc se mettre en transition, c'est d'abord s'attacher à révéler ce qui compte au sens patrimonial du terme pour les acteurs d'un territoire. Et en fait, c'est le début de l'installation d'un projet de territoire. Parce qu'on va tâcher de préserver quelque chose, une histoire, une culture, une langue, un patrimoine bâti, une certaine relation au vivant, à la forêt, au ruisseau, enfin voilà, ce qui nous fonde. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est celui de la coopération. Les territoires qui fonctionnent à l'aune de ce nouveau modèle, ou en tout cas qui font émerger des solutions, c'est des territoires qui sont passés du registre de la concurrence à tout va à celui de la coopération. Il ne faut pas croire que c'est moins exigeant. Au contraire, la concurrence, c'est facile, que le meilleur gagne. La coopération, c'est beaucoup plus compliqué. Créer les conditions de gagner ensemble.
et de s'accorder sur nos désaccords, de mettre ce que j'appelle les conflits au travail. Et la transition ne fait que ça, émerger des conflits, des conflits, des conflits. Conflits d'usage, conflits d'orientation politique, enfin bref, on est empâté là-dedans. Donc la coopération, presque comme une fin en soi, non seulement comme un élément de méthode, mais aussi comme un enjeu. Et là, ça vient soulever des questions d'évaluation aussi. Comment on évalue la coopération ? Quelle valeur ça a de générer des conditions de confiance entre acteurs qui, derrière, sont capables de prendre des risques, y compris au plan économique, pour trouver un modèle qui permet de financer les services écosystémiques rendus par des agriculteurs ou des éleveurs dans un territoire rural, et de bousculer la fiscalité. Mais sans la confiance, on ne le fait pas. Et donc, révéler ces preuves de confiance, c'est un enjeu d'évaluation. Le troisième point, c'est l'approche systémique. Je vais beaucoup plus vite, c'est-à-dire le fait que en fait, ça touche tous les enjeux et à toutes les échelles. Et là, encore une fois, ça nous invite à dépasser le débat très franco-français, de dire, une fois qu'on aura trouvé la bonne échelle d'intervention, on aura réglé le sujet. C'est pas vrai. Il n'y a pas une bonne échelle d'intervention. Toutes les échelles comptent. Quand vous devez mettre en place un système agroalimentaire, c'est à la fois au niveau des écoles, des collèges et des lycées, donc des communes, des intercos, des départements et des régions. Et donc, en fait, ça repose encore une fois la question de la coopération. Mais cette fois-ci, pas au plan horizontal, au plan vertical. Comment on coopère entre strates hiérarchiques ou entre strates territoriales, et comment ça réinterroge notre registre d'autorité. Qui a autorité sur quoi et comment on s'accorde? Et là, encore une fois, ça pose une question d'évaluation. C'est celui de la délibération. Comment on délibère ensemble sur ce sur quoi on va tenir ensemble et comment on va s'accorder. Et avec tous les conflits politiques, institutionnels dans lesquels on peut arriver. Donc la nécessité d'avoir des espaces démocratiques pour les prendre en charge. Et donc là, encore une fois, c'est une révolution parce que nos espaces institués aujourd'hui ne fonctionnent pas comme ça. Chacun dans son coin. Donc ça vient soulever la question du territoire. Le territoire reconvoque cette cartographie d'acteurs, ces espaces de délibération et ces espaces de révélation de la valeur. C'est pourquoi c'est le 4e pilier. Les territoires qui marchent sur les questions de transition sont des territoires qui ont pris en charge intrinsèquement cette question de l'évaluation, non pas comme un outil de contrôle ex post, est-ce qu'on a bien fait ce qu'on comptait faire, parce qu'on sait que ce n'est pas le cas, on ne fera jamais ce qu'on comptait faire complètement. Par contre, comme un outil de pilotage pour révéler si on est dans cette trajectoire, si on coopère encore, si on a réussi à régler nos conflits, si on tient collectivement. Merci, c'est forcément très excitant pour des évaluateurs RIS de t'entendre dessiner ce terrain de jeu pour l'évaluation qui embarque avec les trajectoires de transition, qui se met au service des territoires et qui met les conflits au travail. Cette idée de les mettre sur la table, de ne pas gommer l'idée qu'il y a des gagnants et des perdants de la transition et qu'il faut le prendre en charge, le traiter et du coup dans un vrai souci de justice sociale. Sur cette question de relation entre évaluation et trajectoire de transition, Marie Ducamin, c'est intéressant parce que vous avez le point de vue finance et donc dans l'attention que vous pouvez porter aux impacts, vous avez un outil qui est le budget et le budget vert. Est-ce que c'est une bonne façon à quel point d'anticiper, de driver des politiques publiques plus écologiques ou plus favorables à la transition ? Alors c'est vrai que l'entrée budgétaire peut paraître un peu la panacée parce qu'on se dit c'est une façon très objective de mesurer ce que l'on fait, de quantifier, de pouvoir évaluer de façon absolue en quelque sorte les politiques publiques que l'on mène et c'est assez logique qu'en matière, autour des réflexions sur la transition et sur l'efficacité des politiques publiques et aussi en matière de pilotage des politiques publiques, on se soit posé la question de comment l'entrée budgétaire peut-elle aider à prendre les bonnes décisions. Et
à ce titre, il y a une évolution législative qui vient d'advenir, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est l'obligation faite pour toutes les collectivités de plus de 3500 habitants d'annexer à leur compte financier, à leur compte administratif, une annexe verte, comme on dit, c'est-à-dire en fait une cotation des différentes dépenses d'investissement en fonction de leur qualité vis-à-vis de la transition. En fait, cette annexe verte, elle se met en place de façon progressive. Depuis les CFU ou CA 2024, il faut coter les dépenses d'investissement dans certains comptes. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, d'ailleurs, j'en serais bien incapable, mais en fait, toutes les dépenses d'investissement ne sont pas concernées. Mais en tout cas, tout ce qui concerne l'atténuation, donc la participation à l'atténuation dans le cadre de la transition écologique. À partir de 2025, il faudra qu'on puisse coter aussi tout ce qui concerne le maintien de la biodiversité et la protection des espaces naturels, forestiers et agricoles. Et puis ensuite, en 2027, on élargira cette cotation à l'adaptation donc au changement climatique, mais aussi aux préventions des risques naturels, à la gestion de la ressource en eau et à l'économie circulaire, et enfin à la pollution de l'air et de l'eau. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on fait les comptes dans la collectivité, on puisse savoir quels sont les euros dépensés en faveur de toutes ces actions-là. Et en fait, chaque euro dépensé en investissement doit être coté favorable pour les transitions, celles dont je viens de parler, ou défavorable ou neutre, ou bien on ne peut pas les coter. Alors, ça paraît comme ça assez séduisant. On se dit ça va pouvoir permettre de se comparer d'une année sur l'autre, de comparer une collectivité à une autre. Ça peut donner des éléments d'évaluation pour les chambres régionales des comptes. Ça peut donner des éléments de commentaires pour les médias. Mais en fait, c'est à mon avis un outil extrêmement limité. Et quand on fait l'exercice, on s'aperçoit que c'est en fait assez impossible. Enfin, j'exagère un peu. Mais en fait, pour vous donner un exemple, le CFU de Rennes Métropole en 2024, il y avait quand même 60% qui n'étaient des dépenses qui étaient neutres, ni favorables ni défavorables, 37% favorables et 2% défavorables. Donc on est une collectivité très vertueuse, mais en fait, ça on le savait déjà, on n'avait pas besoin de l'annexe verte pour nous le dire. Et puis, si on réfléchit un peu, une école, on fait une école. C'est quoi? C'est favorable, c'est neutre, c'est défavorable? C'est très compliqué. Et alors on peut se dire, ok, si on l'a fait, c'est le cas dans la ville de Saint-Jacques, on a fait une école avec de la paille, de la terre crue, etc. Ah bah alors là, c'est favorable. Mais alors si on fait, comment on va compter? Est-ce qu'on compte les murs à part? Est-ce qu'on compte la dalle béton d'un côté? Ça, c'est infaisable. C'est infaisable parce que ça demanderait un travail énorme au service. Donc, on se dit, il y a des méthodes qui sont proposées. I4CE, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un think tank qui accompagne justement les réflexions autour des transitions, propose une méthode qui est très bien, qu'il faut utiliser. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas le faire. De toute façon, c'est obligatoire. Donc, en général, quand on est élu, on respecte la loi. Mais je pense que c'est un outil qui est extrêmement limité, qui peut avoir de l'intérêt parce que ça permet de récolter des données à l'échelle de toutes les collectivités, de les compiler et d'avoir quand même quelques éléments de comparaison. Donc ça peut être un outil utile, et de toute façon c'est utile parce que dans le cadre du financement des prêts dont nous avons besoin, nous collectivités, pour mener la transition, les acteurs du financement ont besoin de ces données-là pour pouvoir justifier du fléchage des actifs qu'ils ont. Il faut qu'ils puissent prouver, il faut qu'ils puissent dire que leurs actifs financent des activités durables. Et ça, donc nous, on sait bien que c'est ce qu'on fait dans les collectivités, mais c'est mieux de pouvoir le prouver. Donc à l'échelle de la finance nationale, c'est très bien qu'on ait ce genre de données. En revanche, je pense qu'en termes de pilotage ou en termes d'évaluation, c'est pas très pertinent. Et alors, il y a sûrement des avis. Enfin, moi, c'est ce que c'est ce que je pense. Je sais que tout le monde ne partage pas cette opinion-là. Et il y a des collectivités qui ont mis en place des budgets verts. Et là, c'est en amont de la décision.
on organise la préparation budgétaire avec des données autour du développement durable, enfin de la transition, quel que soit le terme qu'on utilise. On trouve des indicateurs et on essaye de mesurer tout ça. Mais moi, il me semble que l'entrée budgétaire n'est pas une bonne entrée pour piloter les politiques publiques. Et en fait, je me dis, je faisais la comparaison avec ce discours qu'on entend partout de on doit faire des économies. Vous le savez, à l'échelle de la France, c'est vraiment un sujet extrêmement brûlant en ce moment. Et c'est vite fait qu'on se dit, puisqu'il faut faire des économies, regardons ce qu'on dépense. Et qu'est-ce qu'on se dit? Il y a trop de fonctionnaires. Franchement, ça coûte beaucoup trop cher. Donc, on va supprimer des postes. Et là, on va alléger les finances publiques. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un bon outil. Ce n'est pas comme ça qu'on peut piloter. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte des éléments financiers pour faire des choix, forcément, puisqu'on ne peut pas, on peut rien faire si on n'en a pas les moyens. Mais la question de la masse, c'est pas une bonne entrée. La bonne entrée, c'est évidemment la question du projet, de comment il se construit, de quels seront ses effets, de quels sont les matériaux utilisés, et c'est vraiment dans cette construction-là qu'on peut faire les bons choix. Et ensuite, l'entrée budgétaire, c'est plutôt le pilotage de notre capacité à faire et comment est-ce qu'on est astucieux, comment est-ce qu'on est éventuellement audacieux pour pouvoir accompagner en finançant justement ces projets. Mais c'est de mon point de vue pas forcément la meilleure façon d'évaluer ni avant ni après les politiques publiques. Merci pour cet avis qui a été discuté hier aussi sur la question de l'entrée budgétaire dans un atelier hier et qui a l'intérêt quand même de aussi se redire où va l'argent, ce qui reste une question assez fondamentale quand on évalue quelque chose. Côté métropole de Lyon, donc j'évoquais le contrat cadre que vous avez mis en place et du coup l'activité, la pratique d'évaluation que vous avez déployée. En quoi est-ce qu'on peut dire que c'est au service de la stratégie de transition ou pas, ou de quelle façon, Corinne? De la stratégie de transition, non. Parce que même si la transition est au cœur de l'agenda politique, pour autant, l'exécutif n'a pas fait le choix de se doter d'une grande matrice stratégique, comme à Grenoble, par exemple, qui a un espèce de méta-arbre des objectifs et qui aurait une vertu d'ordonner, prioriser, travailler des cohérences, des risques de tension. Et effectivement, il y a des tensions entre les... il peut y avoir des tensions contradictoires entre un objectif de telle politique publique et tel autre. Donc ça, on n'a pas ça. Et donc, pour l'évaluation des politiques publiques, donc à la direction de la prospective, parce que je rappelle que je n'ai pas le monopole de l'évaluation, il y a plein d'exercices plus techniques à la main des observatoires autour du climat, etc. Moi, ce n'est pas ça dont je m'occupe. Mais quand même, ça a été un défi. Et finalement, l'évaluation, elle a surtout été convoquée comme un appui au changement et à la réussite des projets importants du mandat. Et avec un accompagnement méthodologique, en particulier via les cabinets qui travaillent avec moi, qui se sont inscrits avec des apports phasés tout au long du déploiement de certains projets, de certaines politiques publiques. Et puis cette posture, elle s'inscrit aussi dans un contexte plus large où la conduite de l'action publique, elle fonctionne par itération et en coordination avec un grand nombre d'acteurs et de partenaires, parce que moi, je souscris effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas tout maîtriser. Enfin, on a besoin de tenir des collectifs qui peuvent être mouvants, avec des retours réguliers. On a besoin de nourrir ces partenariats. Et l'évaluation est quand même très, très utile à ce niveau-là. Donc moi, en 5 ans, j'ai conduit 9 projets qui sont strictement liés à la transition écologique et qui peuvent être de registres différents. Je vais donner 3 exemples pour illustrer rapidement. Donc, on a eu plusieurs plans de suivi et évaluation qui ont été mis en place, l'un autour de la ZFE, l'autre autour du projet alimentaire territorial local. Donc, on a travaillé avec les partenaires des théories du changement assez fines. Et ça a permis de structurer la manière dont on allait rendre compte, mettre en discussion des réalisations, des résultats et des effets. Et donc, ça a quand même abouti à des tableaux de bord, mais qui étaient ordonnés
par l'évaluation, donc par des questions. Et puis comme ces programmes, c'est vraiment des programmes pluriannuels de long terme, on a défini des évaluations thématiques qui viendraient séquencer le déploiement de ces grands programmes. Et donc là, il y a un des projets encore en cours autour de notre caisse solidaire de l'alimentation. Donc c'est quand même aussi un totem écologique. Et donc voilà, l'évaluation, elle a été embarquée avant même la mise en place de la caisse. Donc on a eu 2 phases d'études. Une phase où on a vraiment analysé la mise en place de la caisse, comment fonctionne le partenariat, notamment le comité citoyen, parce qu'il y avait la dimension démocratie alimentaire qui est au cœur du projet. On a caractérisé les publics aussi, parce que donc c'est pas un projet métropole, mais c'est un projet soutenu par la métropole, et on souhaitait que 50% des membres de la caisse soient des personnes faiblement dotées d'un point de vue monétaire. Donc voilà, donc on a vérifié un petit peu tout ça. Et puis là, on est en train de terminer la phase 2. Donc une fois que l'allocation elle a été mise en place, mais c'est quoi les effets sur les pratiques alimentaires des habitants, sur les lieux de distribution aussi, sur les producteurs locaux qui les alimentent. Donc c'est un petit peu tout ça qu'on regarde. Et puis le 3e exemple autour des déchets alimentaires, donc là c'est quelque chose d'un petit peu plus classique, mais on a évalué la mise en œuvre de la stratégie qui croise des enjeux opérationnels de moyens techniques, mais avec une focale importante sur la compréhension des représentations et des pratiques des habitants, parce que derrière il y a des changements de comportement attendus. Donc voilà un petit peu la manière dont on a travaillé en évaluation pour quand même être utile à la transition, au mandat de transition écologique de notre territoire. Après, c'est quoi une transition réussie? Voilà, moi je pense que quand même l'idéal, les matrices, quand il y en a, je pense que c'est quand même bien utile, même si ça peut pas tout rattraper, même s'il faut les corriger parce que le contexte il est tellement mouvant. Mais je peux pas m'empêcher de penser, on l'a bien vu, je trouve, dans la discussion, que les indicateurs techniques, oui, il faut les suivre, etc. C'est nécessaire, mais ce sera pas suffisant. Pour moi, les indices d'une transition réussie, c'est déjà que les citoyens ils comprennent les enjeux. Et ça, nous, on a fait une étude sur la ZFE auprès de population générale. Est-ce qu'ils comprenaient les enjeux, le lien mobilité, air, santé? Et on s'est rendu compte que les plus concernés, c'était ceux qui avaient le moins l'info, ou concernant les professionnels vulnérables, donc les forains, les petits dépanneurs, etc., ils rejetaient leurs responsabilités au motif qu'eux, ils travaillent. Donc on se rend compte qu'il y a quand même un chemin pour faire comprendre les enjeux, et ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est l'acceptation du changement. Et est-ce qu'on progresse, nous, collectivement, les acteurs publics, associatifs, militants, est-ce qu'on progresse dans la capacité d'embarquer les citoyens, les acteurs à différents niveaux? Est-ce que petit à petit, les choses changent? Et là, quand on voit les débats, il y a encore du chemin. Et puis le troisième point, donc là, on est à la SFE, nous, on aimerait bien que les citoyens ils nous demandent des comptes sur ce que ça donne. Donc le Conseil de développement à Lyon, il commence un peu de demander modestement des comptes, et je pense que nous, on a progressé dans la manière qu'on a d'objectiver des évolutions de manière transparente et publique. Et donc quand on aura réussi tout ça, peut-être qu'on aura réussi une transition. Merci beaucoup Corinne. Et effectivement, c'est la dernière question que je voulais aborder avec vous pour clore cette table ronde, c'est la question des indicateurs de réussite de la transition. À quoi est-ce qu'on peut voir qu'une trajectoire de transition, qu'une stratégie de transition qui n'est pas forcément un objet défini, tu le disais, il n'y a pas forcément de matrice, peut-être que c'est surtout des projets emblématiques, totems, qu'on va évaluer du coup à cette échelle-là et pas une échelle un peu plus macro, avec cet enjeu d'acceptabilité et de prendre en compte ces nécessaires compensations aussi pour les perdants de la transition, en tout cas ceux qui n'ont pas les moyens d'y faire face, ceux qui ont les moyens, ils devront se débrouiller.
J'adresse cette question du coup à Michel-François Delannoy sur c'est quoi une stratégie de transition réussie? C'est quoi les indicateurs qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on doit regarder ou quelle va être notre boussole dans l'évaluation de ce type d'objet? Ok, donc je réponds à travers aussi la manière dont on aborde la question de l'évaluation, peut-être aussi sur ces sujets de transition, de transformation. Je vais vraiment puiser dans des choses très concrètes que nous faisons. Vous le disiez tout à l'heure, on peut dire que depuis 10 ans, la Caisse des dépôts, puis avec la Banque des territoires, qui l'a beaucoup plus affirmé, nous nous sommes adressés à des territoires qui étaient quand même auparavant assez exclus de l'intervention de la Caisse des dépôts. La grande évolution de ces dernières années, c'est quand même le fait que nous allions vers les villes moyennes pour leur redynamisation, vers les petites villes pour leur redynamisation, vers les territoires de la ruralité, aujourd'hui aussi sur les territoires littoraux pour les accompagner sur les sujets extrêmement complexes de l'adaptation au retrait du trait de côte, au risque de submersion, et aussi, par exemple, je le disais tout à l'heure, sur les territoires de la montagne. C'est des territoires qu'on adressait assez peu, de manière en tout cas offensive. Donc ça, c'est vraiment une grande évolution que nous avons faite. Et donc, la question de l'évaluation de notre évolution vers ces territoires, de l'accompagnement de leur transition, de leur transformation, c'est posée. Et pour moi, il y a 3 temps par lesquels nous sommes passés, et je réponds en même temps à votre question. La première génération d'ACV, d'Action Cœur de Ville, on s'est posé la question de l'évaluation, et on a décidé de faire d'abord une évaluation itinéraire, puis une sorte d'évaluation d'impact. Je le dis une sorte parce que pour moi le résultat était assez déceptif. Et pour une raison d'ailleurs qu'on a partagée ici dans nos échanges, c'est que finalement on nous a fait rentrer, le 11, c'est pas du tout les équipes qui s'en occupent à la Banque des territoires, mais plutôt le prestataire. Je trouvais nous faisait rentrer un peu de force dans une approche qui était finalement très quantitative. Donc c'était quels sont les chiffres, alors que de notre point de vue, les évolutions, elles ne rentrent pas que dans des chiffres. J'en dirai un petit mot tout à l'heure. Mais donc, il y a eu cette première génération d'approche de l'évaluation une fois le programme lancé, une fois l'initiative prise. On est aujourd'hui, avec la deuxième génération ACV, ou le programme Petite Ville de demain, puis d'autres dispositifs d'accompagnement qu'on nous sommes en train d'évaluer, avec, je trouve, une maturité un peu plus forte. Et la nature des questions évaluatives, par exemple, est venue finalement percuter le modèle un peu... Je ne vais pas dire tout simple, parce qu'il n'est jamais simple. Évidemment, je parle devant des spécialistes, mais voilà, les matrices, pour moi, OK, des indicateurs chiffrés, bien sûr, mais comment on évalue aussi les trajectoires de ces territoires. Et là, ce n'est pas qu'une question de chiffres. C'est aussi, c'est très intéressant tout à l'heure, c'est la question de la valeur. Par exemple, quand un territoire fait le choix assez, on va dire, déterminé d'aller vers la protection ou la valorisation ou l'extension d'espaces dédiés à la nature, comment on l'évalue? Ce n'est pas que des chiffres. C'est aussi le service apporté au territoire, mais aussi à la planète. Enfin, comment on aborde ces sujets-là? Ça m'est arrivé de dire que le grand retournement d'approche qu'on doit faire, c'est que quand on a longtemps parlé de la diagonale du vide, c'est à travers évidemment toujours les indicateurs classiques. C'est combien il y a d'apports en termes de fiscalité, est-ce que c'est dynamique d'un point de vue démographique, est-ce qu'il y a des entreprises et des emplois? OK, c'est des territoires sur lesquels ces indicateurs-là sont plutôt avec une démonstration de perte. Mais en même temps, ces territoires, ils sont remplis. Ils sont remplis de forêts, de rivières, de ruisseaux, et donc avec en même temps des apports objectifs en valeur, à la fois à notre pays et à la planète. Et donc comment ça, on l'évalue? Et donc l'approche qu'on doit aujourd'hui, la petite révolution qu'on doit faire, elle est aussi là dans les questions, la nature des questions qu'on se pose, mais aussi donc la nature des données qu'on va aller chercher. Et donc j'en viens à la 3e génération, qui est plutôt ce qu'on fait en ce moment. On lance 3 nouveaux programmes autour des sujets de la santé et du grand âge, autour de la protection de l'enfance, enfin l'enfance protégée pour le dire autrement, et puis autour des territoires de la montagne que j'évoquais tout à l'heure. Et dans cette génération-là, qui est celle qu'on est en train de déployer, on prend la question de l'évaluation au début, c'est-à-dire on se dit maintenant que nous avons conçu et que nous allons développer ce programme,
comment allons-nous, au moment où nous le lançons, envisager son évaluation? Et donc, là, tout d'un coup, les questions ne sont plus tout à fait les mêmes. C'est-à-dire, c'est finalement quelles questions on va se poser sur des critères d'impact. Et si je reprends la question pour nous, Banque des Territoires, quand on se pose la question de l'impact, c'est à la fois comment le fait de nous adresser à ces territoires vient impacter nos propres pratiques. Est-ce qu'on n'est pas en train de changer finalement dans la manière de travailler, dans la manière de déployer la ressource, parce qu'on s'intéresse à des territoires qu'on n'adressait pas auparavant? Ça, c'est une évaluation qui est très importante. C'est l'évaluation sur nous-mêmes, de l'évaluation et de notre propre transition, en quelque sorte. C'est l'évaluation de l'impact pour le territoire lui-même. Et ça, c'est une question que moi, je trouve encore assez compliquée. Et je pense qu'il y a encore du boulot pour sortir des critères, j'allais dire, classiques de l'évaluation pour aller vers vraiment les indicateurs d'impact sur les dynamiques territoriales et sur les trajectoires territoriales, qui est pour moi le sujet central sur lequel on doit travailler. Puis il y a aussi de l'impact sur la Banque des Territoires pour notre propre activité. C'est-à-dire finalement, est-ce que tout ça génère aussi pour nous de l'activité autrement, et en flux, et en quantité et en qualité? Et bien, aujourd'hui, dans cette nouvelle génération, en fait, on se pose ces questions-là maintenant, au moment où on déclenche la démarche de déploiement. Et pour moi, c'est vraiment un cheminement, mais qu'on a beaucoup partagé avec nos collègues qui suivent ces sujets, et qui est pour moi important de partager avec vous, parce que ça veut dire finalement que l'évaluation, c'est pas la question qu'on se pose une fois qu'on est rentré dans l'action, c'est au moment où on conçoit l'action qu'on doit se poser la question de comment on va l'évaluer. Et donc ça veut dire que c'est quand même pas tout à fait qu'un gadget. Je dis pas que le budget vert est un gadget, mais bon, c'est pas simplement on montre que, c'est aussi finalement une capacité qu'on se donne sur des sujets extrêmement complexes, sur des sujets inédits, d'essayer, d'agir, d'essayer de transformer, mais aussi de se poser la question de est-ce qu'on est au rendez-vous de ce qu'on avait imaginé atteindre comme destination. Voilà. Donc c'est une démarche il faut le revendiquer, ça nécessite de l'investissement, ça nécessite du temps, le temps qu'on va consacrer à ces questions et à la mise en œuvre de l'évaluation, et c'est aussi de l'argent. Moi, je vois bien que les moyens qu'on consacre en ce moment sur ces nouveaux programmes à la démarche d'évaluation, ce n'est pas tout à fait les moyens qu'on avait consacrés aux premières démarches. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a là à assumer, dans la période qui est celle que l'on connaît, où il y a des pressions sur les sujets budgétaires, que la question de l'évaluation, elle est quand même complètement impérative pour réussir ces transitions, ces transformations. Merci beaucoup. Le temps qui nous était alloué est en train d'arriver à échéance, mais ça m'ennuierait de ne pas vous donner l'occasion de poser une question, peut-être, s'il y en a une qui vous brûle les lèvres, et puis je céderai mon temps de conclusion à Julien Perdrija pour lui redonner une dernière fois la parole. Pas de questions brûlantes? Parfait. Alors, ça fait le temps, 2 minutes de conclusion pour Julien, peut-être sur les indicateurs de la réussite de la transition, ou le mot de conclusion à la lumière de ces différents échanges. Bon, je pense qu'il n'y a pas de question parce que c'est extrêmement lourd, tout ce qu'on vient de brasser, et donc il y a besoin de décantation. Voilà, donc c'est pas qu'il n'y a pas de question, c'est qu'il y en a plein et on ne sait pas forcément comment les adresser, et on aurait besoin d'un vaste espace là, de discussion et de délibération pour pouvoir en parler. Donc, je mesure voilà, le poids et je compatis. Moi, ce que je voudrais dire peut-être, c'est que, c'est quoi une transition réussie ? C'est peut-être une transition où on a des indicateurs qui nous sortent des indicateurs classiques d'évaluation de la richesse. Je pense à tout le travail qu'a fait Grenoble, mais d'autres acteurs aussi, autour par exemple historiquement de l'indice du développement humain ou d'autres indicateurs de capacité relationnelle, d'éléments qui permettent d'apprécier des relations de confiance, de coproduction, de coopération, et donc de bien vivre au-delà de simplement la production économique au sens matériel et matérialiste du terme. Bon, ça c'est le premier point. Il y a des travaux en cours. Par contre, c'est extrêmement compliqué à installer dans les territoires. Ça marche là où il y a de l'ingénierie. Là où il n'y en a pas, c'est compliqué. Donc il faut aller au-delà de la question des indicateurs. Moi, je pense qu'un territoire qui réussit en matière de transition, c'est un territoire qui arrive à installer des règles professionnelles, des principes de fonctionnement qui créent de la réciprocité et de la redevabilité. C'est-à-dire où on a des acteurs qui s'engagent
au nom d'une stratégie collective à laquelle ils ont pu contribuer. Ça peut être une stratégie d'évaluation, ça peut être une stratégie de mise en œuvre, à laquelle ils sont du coup partie prenante et dont ils se sentent responsables. Et ensuite des règles collectives qui permettent de sécuriser le fait que chacun peut continuer à contribuer et se sentir redevable de la dynamique qu'il propose. Ça sort du débat des indicateurs et ça crée des questions de vivre ensemble. Donc je ne dis pas que ça se fait en claquant des doigts, mais on voit dans les territoires qui fonctionnent, qui réussissent, de la longévité. Le Menet, j'en parlais tout à l'heure, 60 ans de développement local. Losangoël, une trentaine d'années. Maloney, c'est 20 ans. Kingersheim, c'est 30 ans aussi. Enfin, on a des territoires qui durent dans le temps. Ça veut dire qu'il y a, au-delà des indicateurs, des façons de faire qui se sont ancrées, installées, et dont chacun se sent redevable, co-responsable. Et peut-être un dernier mot, pour ne pas être trop long. Je pense qu'un territoire qui réussit en matière de transition, c'est un territoire qui arrive progressivement à cristalliser un récit de transition qui s'épaissit. Ça ne veut pas dire que le grand récit descendant arrive et voilà, la lumière fut. C'est plutôt plein de petits récits, comme plein de petits ruisseaux qui convergent et qui montrent que tout d'un coup, il y a plein de petits résultats, et même des résultats dont on n'était pas conscient. À Losangoël, c'est ça qui est beau. Tout d'un coup, il y a des abris à insectes qui fleurissent sur les ronds-points. Et ce n'était pas prévu dans le programme, ce n'était pas porté par les élus, c'est des agents des services techniques qui, tout d'un coup, se sont dit on va récupérer le bois de palette et on va en faire quelque chose. Des récits qui constituent un méta-récit de la transition. Et plus on sera en lien les uns avec les autres, et plus on se racontera ces histoires qui sont ancrées dans le réel, plus ce récit de la transition prendra de l'épaisseur et arrivera à advenir. C'est peut-être un peu performatif, mais ce n'est pas dénué de sens. Un grand merci pour cette conclusion. Merci à toutes et tous pour votre attention. Vous avez juste le temps d'un café et on vous souhaite d'une excellente deuxième journée de JFE.